Nous sommes le 18 mars 21 et le 18 mars 1871, la Commune de Paris a commencé par une petite insurrection qui s'est développée, qui s'est prise au sérieux, mais comme un enfant innocent prend son jeu très au sérieux, et parce que c'est lui. Et comme a dit Héraclite, le temps est un enfant qui joue. Et c'est pas qu'il manipule un jeu, c'est qu'il est lui-même un jeu. Et donc, c'est une insurrection dans Paris, encerclée par les Prussiens, avec à Versailles les débris de l'armée française, les chefs du gouvernement versaillais, notamment Thiers, qui supplient les Prussiens de leur livrer des hommes pour des prisonniers que les Prussiens avaient fait en grand nombre. Et ils ont fini par livrer 100 000 prisonniers, c'est beaucoup. Ça a été acheté par le gouvernement de Thiers, qui fondera la Troisième République. Et donc, ils ont obtenu des soldats français pour écraser la Commune au mois de mai. Donc elle a duré de mars à mai, et elle a été écrasée dans ce qu'on appelait la semaine sanglante, c'est-à-dire qu'on arrêtait les gens et on les exécutait sans autre forme de procès. Et curieusement, il paraît qu'on n'enseigne pas ça dans les livres d'histoire, et donc beaucoup de gens n'ont pas su, ne savent pas ce que c'est que la Commune de Paris. Et moi je vous en parle parce que en mai 68, j'ai participé au mouvement, et en juin, juillet, quand ça s'est un peu calmé et que je me suis retiré pour travailler un peu, j'étais chercheur en maths, et j'ai été passionné par les événements, et donc j'ai passé au moins un mois à la Bibliothèque nationale à faire des recherches sur la Commune de Paris, et j'ai écrit un livre que je n'ai pas publié qui s'appelle Le désir de révolution, où j'analyse cette commune dont j'ai lu tous les journaux, les livres qu'avaient écrits les communards, etc. Et c'était à la fois passionnant et émouvant de voir vivre des gens dont on sait qu'ils vont mourir dans un mois ou 2 mois, qui vont être fusillés ou envoyés au bagne en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Et ce qui m'a frappé dans cette étude, c'est que ils ont pris au sérieux leur révolte, leur révolution. Ils ont élu une commune à Paris, et la commune gouvernait, dirigeait, s'occupait chaque jour des affaires courantes, à la fois de la défense et de la réforme de l'éducation, la réforme du travail, de la réforme de ce qu'on a appelé plus tard le travail social, c'est-à-dire l'aide aux plus démunis. Bref, elle gouvernait. Et je trouvais sublime ce gouvernement qui ne veut pas savoir ce qu'il sait, à savoir que les Versaillais sont en train de rassembler leurs forces et d'écraser tout ça. Il y a là une leçon ontologique, existentielle, extraordinaire, où on dit, des gens raisonnables diraient, mais enfin vous faites tout ça, mais vous êtes fous, vous ne savez pas que le gouvernement va rassembler une armée et va vous écraser. Mais si, ils le savent, et en même temps, quelque chose en eux
refusent de le savoir, non pas par bêtise, mais pour explorer les possibilités de vie. Et en quoi c'est une leçon existentielle, je dirais pour chacun, et même pour chaque groupe, c'est qu'à tout moment, on pourrait dire, mais tu fais ça, mais tu sais bien que après ils vont prendre telle et telle mesure et ton truc, il sera balayé. Et en fait, c'est un argument mortifère, un argument morbide. Parce qu'on pourrait dire, tu vis là, tu t'agites, tu écris des notes, tu publies des livres, où tu enseignes, où tu expliques à des gens, tu essaies de les convaincre, et tu sais bien que ça va durer des années, la mort viendra nettoyer tout ça et le réduira à rien. Mais justement, bien sûr c'est juste, avec la mort, on peut balayer tout argument, écraser toute forme de vie. Et en même temps, c'est faux. Si on accepte que l'existence de la mort donne la mort à toute forme d'existence, on n'existerait plus, on ne vivrait pas, on ne chercherait pas, on serait vaincu d'avance par la vanité de ce qu'on fait, puisque la mort, ou bien, dans le cas de la commune, une force de mort, va venir écraser le tout. Et écraser, c'est vraiment le massacre systématique. De qui? Ça fait, on a évalué à environ 15 000 le nombre d'assassinés et à froid. Je ne parle pas de gens qui ont été tués sur les barricades ou déportés. Mais les termes déportation, massacre de masse, etc., vont revenir plus tard dans l'histoire. Mais la commune aussi va revenir plus tard. Il y aura la commune de Nantes, la commune de Canton, la commune de Pékin, la commune dans tous les mouvements révolutionnaires a été un phare. Bien sûr, qui ensuite qui inspire des mesures fantastiques qui ensuite seront soit écrasées par l'ennemi, soit amenées par l'ami, par les soutiens à l'impasse totalitaire, dictatoriale, etc. Mais peu importe, la vie ne cherche pas l'éternité pour se renouveler. Elle cherche d'abord à créer, à se renouveler, et ensuite, c'est ouvert, le jeu est ouvert. Que des gens reprennent ça ou ne le reprennent pas, mais on ne peut pas prévoir d'avance et donner d'avance le dernier mot aux forces de mort. C'est ça la leçon de vie de la commune, et c'est ce qui m'a captivé quand j'ai travaillé là-dessus, donc en juin 68, où bien sûr on pouvait dire mais pourquoi ce mouvement, ces manifs, pourquoi ces agitations, les ouvriers sont rentrés chez eux après Grenelle, après avoir reçu leurs augmentations, le Parti communiste veillait au retour à l'ordre, les partis de droite aussi, les partis de gauche. Il y avait quelques gauchistes qui sont allés faire leur cérémonial en milieu ouvrier, mais tout ça, on pourrait dire c'est dérisoire, mais non, c'est pas dérisoire, c'est la vie qui cherche sans cesse de nouvelles formes pour se perpétuer. Et pour reformuler autrement cette gigantesque leçon de la commune, je me souviens, j'avais dégagé l'opposition entre vaincre et vivre. C'est-à-dire que les communards étaient devant la nécessité de se défendre, donc de faire la guerre, donc de vaincre, et en même temps l'impératif de vivre, et de vivre selon leurs principes. Ce n'est même pas un impératif, la vie était là. Chaque jour, il fallait organiser les ravitaillements, organiser l'éducation, le travail, tout.
Et cette opposition entre vaincre et vivre, et comment c'est vraiment un entre-deux, une interaction des deux, et non pas on va d'abord vaincre et après on va se mettre à vivre, ou bien on vit et puis on verra plus tard. Et quoique c'est un petit peu cet aspect qui a prévalu à un moment dans une espèce, dans un vertige de vie et de mort entremêlés, car on sentait bien venir le massacre. Et cette opposition entre vaincre et vivre, je dirais que chacun la vit, la ressent, et lorsque il doit d'abord se débarrasser, vaincre certains obstacles, ensuite, après quoi, il pourrait donner libre cours à ses projets, sa création, son désir de vivre, son désir. Et on s'aperçoit que une fois qu'on a enlevé tous les obstacles, il n'y a plus de désir. Donc l'interaction est vraiment forte entre vaincre et vivre.